La roue du fauteuil roulant s'est coincée sur une planche éclatée et le petit corps de Daisy Rowan a basculé en avant. Ses pieds nus ont dérapé sur le plancher en bois, tandis qu'elle luttait pour empêcher son petit frère de tomber la tête la première dans la rue. Vernon, âgé de 3 ans, avait les jambes inertes sous une couverture sale. Il a laissé échapper un petit son, pas un cri, juste un souffle de peur. Daisy l'a observé, avec des mains plus petites que les poignets qu'elle serrait. « Je te tiens, Vern », a-t-elle murmuré. « Je te tiens. » Son estomac n'avait rien gardé depuis 2 jours. Le sien, depuis 3. Si cette histoire vous brise le cœur comme elle a brisé le mien, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton d'abonnement et restez avec moi jusqu'au tout dernier mot. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire de quelle ville vous regardez. Je les lis absolument tous et j'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent à travers l'Amérique. Maintenant, venez marcher avec Daisy et son petit frère dans la poussière du Texas de 1884 et soyez témoins du matin où un homme a décidé que trop, c'était trop. Le fauteuil roulant est tombé de la planche avec un bruit sourd et Vernon a eu un hoquet. « Ça va, mon petit? »« Ça va. Accroche-toi bien. » « Je m'accroche. » Daisy a continué de pousser. Le fauteuil grinçait toutes les 3 rotations. Son papa avait construit ce fauteuil l'hiver avant que la fièvre ne l'emporte. Il l'avait assemblé avec les restes d'une charrette de ferme démolie. Les roues étaient encore trop grandes pour le petit cadre. C'était moche, c'était à eux. Daisy. J'ai mal au ventre. Je sais, mon petit. Comme si quelque chose me mordait de l'intérieur. Je sais. Elle a arrêté de pousser, est passée devant et s'est agenouillée sur le plancher pour que ses yeux soient au même niveau que les siens. Vern, écoute-moi. Oui, Daisy. Tu te souviens de ce que papa a dit? Sur le fait de rester soudés. Sur le fait de rester soudés. Qu'est-ce que font les Rowan? Les Rowan restent soudés. Et qu'est-ce que font les Rowan quand ils ont faim? Ils trouvent un moyen. C'est ça, mon petit. Et je suis en train de trouver un moyen, là, maintenant. Toi, tu restes assis. Tu t'accroches au fauteuil. Tu me laisses trouver. D'accord, Daisy. Elle a pressé son front contre le sien pendant 1 seconde. Sa peau était chaude. La peau de tout le monde était chaude cet été-là, mais la sienne était plus chaude, toujours plus chaude. Comme si la fièvre qu'il avait eue bébé avait laissé en lui un charbon ardent qui ne s'était jamais vraiment éteint. « Je t'aime, Vern. Je t'aime, Daisy. » Elle s'est relevée et l'a poussé. Un homme en manteau noir est descendu du plancher en bois devant eux, les a vus arriver et a traversé la rue. Il n'a pas regardé en arrière. Daisy avait appris à observer les épaules. Une épaule qui se détournait était une épaule qui ne vous donnerait rien. Une épaule qui se redressait, parfois, celle-là vous frappait. « Monsieur », a-t-elle appelé. « Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. » Il a continué de marcher. « Il ne nous a pas entendus », a dit Vernon. « Il nous a entendus. » Peut-être qu'il était occupé. Peut-être. 2 femmes en chapeau descendaient le long du plancher. Daisy a poussé Vernon contre le mur du magasin général pour leur laisser de la place. Elle a tendu sa main libre, paume vers le haut, alors qu'elle passait. « Madame, s'il vous plaît, mon frère. » La plus grande a pincé les lèvres. « Nous n'avons pas de pièces pour les mendiants. » Il n'est pas en train de... « Circule, petite. » Elles sont passées en coupe de vent. Leurs jupes ont frôlé le fauteuil roulant de Vernon. L'une d'elles a plissé le nez. « C'est une honte », a-t-elle dit, pas assez bas. La marmaille de Jared Holloway, je crois. Cet homme devrait être fouetté. Il devrait être fouetté et les enfants devraient être dans un foyer. Les 2, elles étaient parties. Les yeux de Vernon se sont levés vers ceux de Daisy. C'est quoi un foyer? Ce n'est rien. C'est un endroit où tu n'auras jamais à aller. Daisy, c'est quoi? Vern, tais-toi. Tais-toi maintenant. On a du travail. Elle l'a poussé plus loin. Elle pouvait sentir l'odeur du restaurant avant même de le voir. Bacon pain. Un café si fort qu'il lui faisait pleurer les yeux à 6 mètres de distance. Son estomac vide tirait son corps en avant comme une corde autour de sa taille. Elle a dû s'arrêter, s'agripper au poignet du fauteuil et respirer par le nez jusqu'à ce que les tremblements passent. « C'est du bacon », a dit Vernon. « Je sais, mon petit. Je n'ai jamais mangé de bacon. Tu en as eu à Noël. Tu étais trop petit pour t'en souvenir. Avant la fièvre. Avant la fièvre.
J'aimerais bien m'en souvenir. Elle l'a poussé jusqu'au bout et a tourné le fauteuil pour que le dos de Vernon soit face à la fenêtre du restaurant et son visage face à la rue. Elle a coincé un bout de bois sous l'essieu, comme son père le lui avait montré. Elle a posé sa main sur le dessus de sa tête. Ses cheveux étaient du même blond platine que les siens. Tu restes là. Où tu vas? Juste à l'intérieur. Juste une seconde. Daisy, non. Je ne vais pas. Voler. Si tu vas voler. Ce n'est pas du vol s'ils allaient à un logiteur de toute façon. Sa lèvre a tremblé. Ne les laisse pas te frapper encore. Sa main est montée à sa joue avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Le bleu d'il y a 2 jours était encore jaunâtre. L'homme du magasin d'aliments pour animaux l'avait surprise avec une croûte de pain. Il l'avait frappée du revers de la main si fort que le monde était devenu blanc pendant une seconde. Elle s'était réveillée assise contre un poteau, avec Vernon qui hurlait son nom depuis le fauteuil. « Ils ne vont pas me frapper », a-t-elle dit. « Promis. »« Je le promets, attends-moi. » Elle est entrée. La clochette au-dessus de la porte a tinté. 4 hommes au comptoir ont tourné la tête. Une grande femme derrière le comptoir, des mèches grises dans ses cheveux sombres, un tablier noué autour d'une taille large. La bouche pincée comme si elle goûtait un citron amer depuis 1870, a levé les yeux d'une cafetière et l'a vue. Dehors. Madame, j'ai dit dehors, je te l'ai dit hier, je te l'ai dit avant-hier. Dehors. Je voulais juste... Dehors, petite. Un homme plus jeune au comptoir a ri, col propre, chaîne de montre de poche. Oh, laissez-la tranquille, Madame Cross. Elle est trop petite pour faire quoi que ce soit. C'est elle le problème, Monsieur Kettering. Elle et son frère infirme. Les gens les voient dehors et perdent l'appétit. Ça fait fuir mes clients. Madame, s'il vous plaît. Dehors. Daisy n'a pas bougé. Ses yeux avaient trouvé une assiette. 2e tabouret en partant du bout. Un petit pain coupé en 2, du beurre étalé sur une moitié. L'autre moitié intacte, là où quelqu'un avait décidé qu'il n'avait plus faim. Une serviette pliée proprement à côté. Le tabouret était vide. Celui qui s'était assis là était parti. Elle a fait un pas. 2. Petite. 3. Petite, ne t'avise pas de... Ses doigts se sont refermés sur le petit pain. Oh, petite! Elle était déjà sortie avant que Madame Cross ait fini sa phrase. Elle a pressé son dos contre le mur extérieur, serrant le petit pain contre sa poitrine à 2 mains, respirant si fort que sa robe bougeait. Les yeux de Vernon se sont agrandis. Tu l'as eu. Je l'ai eu. Daisy. Ouvre la bouche. Ouvre, Vern. Mange-en un peu. Toi d'abord. Toi d'abord. Vern, Rowan, je te le dis. La porte du restaurant est claquée derrière elle. Madame Cross est sortie sur le plancher en bois, comme un orage sort d'un ciel d'août. Rends-moi ça. Madame, rende-le-moi tout de suite, la sale petite voleuse, ou j'appelle le shérif. S'il vous plaît, madame, mon frère n'a pas... Je me fiche de ton frère. Tu crois que je n'ai pas entendu toutes les histoires tristes qui passent par cette porte? Donne-le. La gifle a atterri avant que Daisy ne voie la main bouger. Sa tête a basculé sur le côté. Le petit pain s'est envolé de ses doigts, est rebondi une fois, a roulé et s'est arrêté contre le bas de la roue de Vernon. Vernon a fait un son qui n'était pas un cri, mais qui s'en approchait. Daisy n'a pas pleuré. C'était de la règle. Elle ne pleurait jamais devant Vern. Elle s'est mise à genoux. Elle a ramassé le petit pain. La moitié était sale. Elle l'a essuyé sur sa robe. Elle l'a essuyé à nouveau. Elle ne s'est pas encore relevée. Elle avait peur que si elle se relevait, Madame Cross verrait son visage et saurait que la main avait atterri au même endroit que la main de l'homme du magasin d'aliments 2 jours plus tôt. Et elle ne voulait pas que quiconque le sache. « Tu m'as entendu, petite? » J'ai dit. « Madame. » Le mot venait de l'intérieur du restaurant. Calme, pas fort, mais Madame Cross a cessé de parler. Un homme est sorti par la porte. Grand, un chapeau sombre qui ombrait ses yeux, un long manteau qui avait vu le mauvais temps. Il n'était pas jeune. Il y avait du gris dans la barbe brune le long de sa mâchoire et une ride sur son front qui ne pouvait venir que d'années à plisser les yeux vers l'horizon. Il bougeait lentement, comme le font les hommes qui ont appris à ne pas gaspiller leurs mouvements. « Madame, a-t-il répété, ça suffit maintenant. Monsieur Boone, ce ne sont pas vos... Ça suffit. » La bouche de Madame Cross a travaillé. Elle a volé. J'ai vu ce qu'elle a fait.
Alors vous avez vu. J'ai vu une petite fille poser la main sur un petit pain que quelqu'un avait déjà laissé sur une assiette. Ce n'est pas du vol, madame. C'est du rangement. Un des hommes à l'intérieur du restaurant a éclaté de rire. Le visage de Madame Cross est devenu de la couleur des betteraves marinées. Monsieur Boone, avec tout le respect que je vous dois, Silas. Quoi? Mon nom est Silas. Vous m'appelez Monsieur Boone depuis 6 ans comme si j'étais un étranger, Bellamy. Appelez-moi Silas. Nous ne sommes pas des étrangers. Silas alors. Je tiens un établissement propre. Combien coûtait le petit pain? Ce n'est pas... combien, Bellamy? 200. Silas Boone a mis la main dans son manteau et en a sorti une pièce de 25 cents en argent. Il l'a lancée en l'air. Elle a roulé, tournoyé, cliqueté et s'est immobilisée à plat à ses pieds. Ça couvre le petit pain et le prochain repas que je vais commander, et celui d'après. C'est réglé? Bellamy a fixé la pièce. Elle ne l'a pas ramassée. Elle m'a quand même frappé, a dit Daisy doucement, toujours à genoux. Silas a baissé les yeux sur elle pour la première fois. Ses yeux sous l'ombre du chapeau étaient gris-vert et fatigués. Et autre chose pour laquelle Daisy n'avait pas de mots. Oui, a dit Silas. Elle l'a fait. Il a regardé à nouveau Bellamy. Ne refaites plus ça. C'est une... J'ai dit de ne plus refaire ça, madame. Bellamy s'est penché, a arraché la pièce des planches, s'est retourné et est rentré à l'intérieur. La porte a claqué. Silas est resté là une seconde, puis il s'est mis à genoux, lentement. Il a gardé ses mains là où Daisy pouvait les voir. « Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous? » Daisy. Daisy Rowan. Daisy Rowan, c'est un très joli nom. Et qui est ce gentleman? Vernon regardait Silas avec la bouche légèrement ouverte. C'est Vernon, mon frère. Il a 3 ans. Il n'utilise pas ses jambes, mais il entend tout et il parle aussi. Salut, Vernon. Salut, monsieur, a murmuré Vernon. Ses jambes ne fonctionnent pas. Depuis qu'il est bébé, il a eu une fièvre, et après de la fièvre, elle ne bougeait plus. Maman a dit que Dieu les lui rendrait un jour, mais maman est morte avant que Dieu ne s'en occupe. Silas est resté silencieux une seconde. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Daisy. Ce n'est pas grave. Non, ça l'est. Ce n'est pas grave, monsieur. On se débrouille. Comment vous débrouillez-vous? Elle n'a pas répondu. Elle a regardé Vernon. Les yeux de Vernon s'étaient fermés. Il tenait les 2 accoudoirs du fauteuil comme il le faisait quand il était trop fatigué pour se tenir droit. On se débrouille, a-t-elle répété. Silas a enlevé son chapeau, a passé une main dans ses cheveux, puis a remis son chapeau. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois, mademoiselle Rowan? Vern a eu du pain il y a 3 jours, d'une dame de l'église. Et vous? Je n'ai pas besoin d'autant. Daisy. Je suis plus grande. Daisy, regardez-moi. Elle l'a regardé. Quand avez-vous mangé pour la dernière fois? Dimanche. Dimanche, c'était il y a 5 jours. Je sais quel jour était dimanche. Il a fermé les yeux une seconde. Quand il les a rouverts, cette autre chose était toujours là, et maintenant Daisy avait une meilleure idée de ce que c'était. C'était une douleur d'adulte, du genre qui n'a pas sa place sur un visage qui regarde un enfant. Entrez, elle ne nous laissera pas. Elle va nous laisser. Monsieur, je ne peux pas laisser Vernon. On emmène Vernon, avec le fauteuil et tout. La porte ne... Je m'occupe de la porte. Il s'est levé et passé derrière le fauteuil roulant, a regardé Daisy par-dessus la tête blonde de Vernon. Puis-je, mademoiselle? Puis-je quoi? Le pousser à l'intérieur. Puis-je le pousser? Personne ne lui avait demandé sa permission pour Vernon depuis la mort de maman. Pas une seule fois en 7 mois. Oui, monsieur. Merci, mademoiselle Rowan. Il a poussé. Daisy a couru devant et a ouvert la porte de tout son poids, la maintenant ouverte pendant que Silas manœuvrait le fauteuil pour monter la marche, et faisant attention à la tête de Vernon, une main à la fois. La clochette a tinté. Tous les visages dans le restaurant se sont tournés. « Monsieur Boone, » a commencé Bellamy. « Silas! Silas, je vous l'ai dit! » Bellamy. Il a placé le fauteuil de Vernon à une table près de la fenêtre. Il a bloqué le frein de la même manière que Daisy, d'une main experte, comme s'il avait déjà poussé un fauteuil. 2 petits déjeuners, œufs, bacon, petit pain et le lait le plus froid que vous ayez, et d'une part de tarte si elle n'est pas d'hier. Je n'ai pas. Vous en avez aujourd'hui, ça fait $1 de... En voici 2. Il a posé les pièces sur le comptoir.
Bellamy a regardé les pièces. Elle a regardé Silas. Elle a regardé les 4 hommes au comptoir qui, tous sans exception, la regardaient et attendaient. Elle est allée dans la cuisine. Silas a tiré une chaise à la petite table. Il s'est assis en face du fauteuil roulant de Vernon. Il a regardé Daisy qui était toujours debout. « Asseyez-vous, mademoiselle Rowan. » Elle s'est assise. Ses pieds ne touchaient pas le sol. L'homme à la chaîne de montre de poche, M. Kettering, s'est levé de son tabouret et s'est approché. Il a touché son chapeau. « Mademoiselle, jeune monsieur. »« Salut, monsieur, » a dit Vernon. « Silas, tu sais à qui appartiennent ces enfants? »« J'ai une petite idée. »« Jared Holloway. »« Je sais. Il n'est pas... »« Je sais à ça. Il les met dehors pendant la journée pour travailler la rue et prend tout ce qu'il rapporte. Il a donné la couverture aux garçons pour que les gens aient plus pitié de lui et donnent plus de pièces. » La tête de Daisy s'est relevée. « Ce n'est pas vrai. C'est maman qui lui a donné cette couverture. » Kettering l'a regardé, puis a regardé Silas, calmement. Holloway lui a dit que c'était celle de sa mère. « C'est une couverture de cheval, Silas, de sa propre charrette. Ma femme a reconnu la couture. » Silas n'a pas répondu. Sa mâchoire a bougé une fois. « Je dis juste, » a poursuivi Kettering, « quoi que tu penses faire, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Holloway a des papiers du comté. Il a le juge Ames dans sa poche. J'y ai déjà réfléchi à 2 fois. Silas, j'y ai réfléchi 3 fois à ça. Va t'asseoir. Quand il pleut, on va sous le porche de M. Holloway, mais il ne le sait pas. On doit partir avant l'aube. Monsieur Holloway est votre quoi, mademoiselle? C'était l'ami de papa. Il a des papiers. Il dit qu'un juge a dit qu'il est notre oncle par la loi. Il n'est pas votre oncle. Non, monsieur. Il vous frappe. Elle a pris une autre petite bouchée. Mademoiselle Rowan. Parfois. Vernon. Non, monsieur. Pas Vernon. Il sait que les bleus se voient différemment sur Vernon, et Vernon ne peut pas courir. Il me frappe, moi. Les mains de Silas sur la table sont devenues immobiles. Pas crispées, immobiles, ce qui était pire. Depuis combien de temps? Depuis maman. Ça fait combien de temps, ça, mademoiselle? 7 mois. 7 mois. Oui, monsieur. Il a pris une lente inspiration, une lente expiration. Mademoiselle Rowan. Monsieur, mangez votre petit déjeuner. Prenez votre temps. Quand vous aurez fini, vous et votre frère viendrez avec moi. Où, monsieur? D'abord chez le docteur, puis chez le shérif, puis chez moi. Chez vous. J'ai un ranch à 5 kilomètres sur la route de l'Ouest, portail rouge après la sortie. 2 pièces, un poêle, un puits avec de l'eau froide. Ce n'est pas grand-chose. Mais ce n'est pas l'arrière d'un magasin d'aliments non plus. Daisy a posé le petit pain. Monsieur, mademoiselle Rowan, monsieur Holloway, il a des papiers. Il m'a dit que si on parlait de lui aux gens, il a dit qu'il mettrait Vernon quelque part, un foyer pour infirmes. Il a dit qu'ils enchaînent les lits. Les yeux de Silas ont fait quelque chose qu'elle n'a pas su lire. Mademoiselle Rowan, regardez-moi. Elle l'a regardé. J'ai 61 ans. J'ai été marié 32 ans à la femme la plus merveilleuse que Dieu ait mise sur cette terre. Elle est morte dans mes bras il y a 4 mois d'août. Elle m'a dit avant de partir, « Silas, garde les yeux ouverts. Garde les yeux ouverts pour quelqu'un qui a besoin de toi, parce que c'est pour ça qu'on est là. » Je les ai gardés fermés longtemps, mademoiselle. Je les ai gardés fermés parce que les ouvrir faisait mal. Ils sont ouverts en ce moment. Comprenez-vous ce que je vous dis? Oui, monsieur. Monsieur Holloway ne mettra votre frère nulle part. Monsieur Holloway ne posera plus jamais la main sur vous. Je ne sais pas encore comment je vais rendre ça vrai. Je ne suis ni avocat, ni juge. Mais je vous donne ma parole, mademoiselle Daisy Rowan, et la parole d'un Boone est bonne dans le comté de Bastrop depuis 100 ans. Comprenez-vous? Oui, monsieur. Mangez votre petit déjeuner. Oui, monsieur. Elle a ramassé le petit pain. La clochette au-dessus de la porte a tinté. Un homme est entré. Grand, mince, un manteau noir trop lourd pour le temps, une montre de poche sur une chaîne traversant un gilet taché de jaune sous les bras, un visage étroit, une moustache grisonnante au coin. Ses yeux ont balayé le restaurant et se sont arrêtés sur le fauteuil roulant de Vernon. La main de Daisy s'est figée avec le petit pain à mi-chemin de sa bouche. Vernon a vu son visage. Le sourire de Vernon est tombé de son visage comme une assiette d'une étagère. Daisy.
L'homme a traversé le restaurant en 4 longues enjambées. Vous voilà, Sales petit! Silas Boone s'est levé. Il ne s'est pas levé vite. Il s'est levé comme une porte de grange pivote sur une charnière qui a été testée par 30 ans de mauvais temps. Il s'est placé entre le fauteuil de Vernon et l'homme au manteau noir. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas levé la main. Jared, Silas Boone, écarte-toi. Non. Où ce sont mes pupilles? Non. J'ai des papiers. Je me fiche de ce que tu as. Tu te fiches. J'ai dit, recule-toi du garçon, Jared Holloway. Recule-toi de la fille. Tu ne toucheras aucun de ces enfants aujourd'hui. Pas dans ce restaurant. Pas dans cette rue. Plus jamais. Le visage de Jared Holloway est devenu très blanc autour de la bouche. Le restaurant était devenu si silencieux que Daisy pouvait entendre le tic-tac de la cafetière sur le poêle. La petite main de Vernon a traversé la table et s'est refermée sur son poignet. Sa prise était étonnamment forte. « Daisy, a-t-il murmuré, je suis là, mon petit. Ne le laisse pas m'emmener. Il ne t'emmènera pas. Promis? » Silas Boone n'a pas détourné la tête de Jared Holloway, mais sa voix, quand elle est venue, était assez douce pour atteindre le petit garçon dans le fauteuil derrière lui. « Personne ne t'emmène nulle part, jeune homme. Pas d'un pas. Finis ton bacon. » Vernon a pris un morceau de bacon. Il n'a pas retiré sa main du poignet de Daisy. Et Daisy, 4 ans, pieds nus, un bleu sur une joue, est restée assise très immobile à la table près de la fenêtre dans le restaurant de Bellamy Cross et a regardé 2 hommes adultes se faire face en silence. Et elle a compris, sans que personne n'ait à le lui dire, que le matin de toute sa vie venait de se fendre nettement en deux. La main de Jared Holloway a tressailli vers la poche de son manteau et Silas Boone l'a vu. « Sors-le lentement, Jared. Tu ne me donnes pas d'ordre dans un lieu public. Sors-le lentement ou ne le sors pas du tout. » Les doigts de Holloway sont sortis avec un papier plié, pas un pistolet, un papier froissé d'avoir été porté trop longtemps dans la même poche. Il l'a tenu entre 2 doigts comme s'il montrait une carte gagnante à la salle. Tutelle, signé par le juge Ames, daté de février, attesté par le shérif Doyle. « Je sais lire, Jared. Alors lis. Je n'ai pas besoin. Chaque homme dans ce restaurant est témoin. Silas Boone interfère avec un tuteur légal et ses pupilles. Vous entendez ça, les hommes? » Personne n'a répondu. À ça, Kettering au comptoir a tourné le dos et a pris une longue gorgée de café. J'ai dit, vous entendez ça, les hommes? Un ouvrier agricole au bout du comptoir a craché du tabac dans une tasse et a dit, je n'ai rien entendu, Jared. Mes oreilles sont mauvaises depuis la guerre. Quelqu'un a ri. Quelqu'un d'autre a vite coupé court. Le visage de Holloway s'est crispé. Bellamy, tu as vu. J'ai vu une fille manger un petit pain, a dit Bellamy Cross, sans lever les yeux du café qu'elle versait. Ce que font les filles dans un restaurant, Jared. Bellamy, je suis occupé, Jared. Daisy a regardé toute la scène de derrière l'épaule de Silas, la main de Vernon serrée sur son poignet. Elle ne comprenait pas chaque mot. Elle en comprenait assez. Elle comprenait que quelque chose changeait dans cette pièce, quelque chose qui n'avait jamais changé pour elle auparavant. Des adultes choisissaient, et ils ne choisissaient pas Jared Holloway. Daisy, a dit Holloway à voix basse, viens ici, petite. Elle n'a pas bougé. Daisy Rowan, lève-toi et amène ton frère. Non, monsieur. Qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai dit non, monsieur. Tu viens ici tout de suite ou je jure devant Dieu? Jared. La voix de Silas était toujours calme, toujours lente. Tu fais un pas de plus et nous allons avoir une conversation différente. Tu me menaces, vieil homme? Je te le dis devant témoin. Devant témoin. L'ouvrier agricole au bout du comptoir s'est tourné sur son tabouret. Il était plus jeune que Silas, mais pas jeune. Une cicatrice sur une joue, de l'oreille à la mâchoire. Il a posé une main à plat sur le comptoir et a dit « Jared, rentre chez toi. » Clem. Rentre chez toi, Jared. Ça ne te regarde pas. Silas m'a sorti d'un fossé en 79 quand mon cheval m'a jeté. Silas a veillé 2 nuits avec mon fils quand la fièvre l'a pris. Silas m'a donné 40 $ quand ma femme l'a enterré et ne les a jamais redemandés. Alors je suppose que ça me concerne, oui, monsieur. Rentre chez toi. Holloway a regardé autour du restaurant. Ses yeux se sont déplacés de visage en visage. Pas un seul homme ne lui a renvoyé un regard amical. Asa Kettering, Clem au comptoir, 2 ouvriers dont Daisy ne connaissait pas les noms, Bellamy les bras croisés, le cuisinier à la porte de la cuisine avec une cuillère en bois à la main.
Il a replié le papier dans son manteau. Ce n'est pas fini. Je n'ai jamais dit que ça l'était, a répondu Silas. J'ai la loi de mon côté. On verra de quel côté est la loi. J'aurai le shérif chez toi avant de le souper. Alors je le verrai au souper. Tu penses t'acheter une famille, Silas Boone, à ton âge, avec quoi à la cuisine d'une femme morte? Tu penses que ses enfants veulent s'asseoir à une table en face d'un vieil homme qui parle à un fantôme? Ça a touché. Daisy a senti les épaules de Silas changer sous son manteau. Juste un peu. Juste la façon dont un homme tressaille quand on le frappe à un endroit qu'il ne savait pas encore sensible. Mais sa voix n'a pas changé. Au revoir, Jared. Holloway a regardé Daisy par-dessus le bras de Silas. Petite, tu te souviens de ce que je t'ai dit. La gorge de Daisy s'est nouée. Elle ne se souvient de rien de ce que tu lui as dit, a dit Silas. Cette partie de sa vie est terminée. Vraiment? Oui, monsieur, elle l'est. Holloway a alors souri et son sourire était la pire chose dans la pièce. On verra pour le garçon. Il s'est retourné. Il est sorti. La clochette a tinté derrière lui. Par la fenêtre, Daisy l'a regardé traverser la rue, remonter le plancher en bois vers le bureau du shérif et disparaître. Le restaurant a expiré en même temps. La main de Vernon était toujours sur le poignet de Daisy. Elle pouvait sentir la forme de chaque petit doigt. Daisy. Oui, mon petit. Est-ce qu'il va revenir? Non. Tu promets? Je promets. Elle ne savait pas si elle mentait. Elle l'a dit quand même. Silas s'est tourné lentement. Il s'est rassis en face du fauteuil roulant de Vernon. Il a finalement enlevé son chapeau et l'a posé sur la chaise vide. Ses cheveux étaient couleur de fer et aplatis là où le chapeau avait été. De près, sans l'ombre, son visage était plus vieux que Daisy ne l'avait pensé, beaucoup plus vieux. Des rides autour des yeux, une cicatrice blanche à travers un sourcil. Un homme qui était éveillé depuis longtemps. Mademoiselle Rowan. Monsieur, finissez votre lait. Monsieur, il va revenir avec le shérif. Je sais. Il va montrer les papiers. Je sais. Le shérif Doyle boit avec lui tous les mardis au Blue Bonnet. Je l'ai vu. Vous avez vu beaucoup de choses, mademoiselle. Oui, monsieur. Finissez votre lait. On a environ 1 heure avant que ce shérif ne trouve son chapeau et son cheval. On ne va pas la passer à avoir peur à une table. Elle a pris le verre. Sa main tremblait un peu. Elle a bu. Silas. Asa Kettering s'était de nouveau approché. Il a gardé la voix basse. Tu ne peux pas emmener ces enfants chez toi. C'est le premier endroit où Doyle ira. Je le sais. Alors? Je ne les emmène pas chez moi, Asa. Pas aujourd'hui. Où alors? Chez le docteur Hester, puis à la ferme des Pritchard. Henry Pritchard? Henry Pritchard. Il n'a pas quitté cette ferme depuis 2 ans. Il en sortira pour ça. T'es là, Asa. J'ai besoin que tu fasses une chose pour moi. Dis-le. Va à Austin ce soir. Trouve-moi le frère du juge Ames. Son frère? William Ames. Il exerce à Austin. Il déteste son frère comme la peste depuis le testament de leur père. Tu lui dis que Silas Boone t'envoie et que Silas Boone est prêt à payer ce qu'il faut pour porter l'escroquerie de Hollis Ames devant un tribunal plus grand que celui du comté de Bastrop. Kettering l'a dévisagé. Tu as planifié ça. J'y pense depuis environ 10 minutes. Silas. Ah ça, tu iras. J'irai. Merci, mon ami. Kettering a mis son chapeau. Il a fait un signe de tête à Daisy. À Vernon, il a dit « Tenez bon, jeune homme ». Vernon a hoché la tête en retour, solennel. Kettering est sorti. Silas a regardé Vernon. « Jeune homme. »« Monsieur, tu es déjà monté dans un chariot? » « Le chariot de papa avant qu'il ne meure. »« Tu t'en souviens? » ?»« Un peu. »« Tu te souviens si tu as aimé? » ?»« Oui, monsieur. » Bien, parce que ta sœur, toi et moi allons monter dans un dans environ 5 minutes, et j'ai besoin que tu sois courageux dans un chariot pendant un petit moment. Tu peux faire ça pour moi? Oui, monsieur. Bon garçon. La poitrine de Vernon s'est soulevée d'un demi-centimètre. Daisy l'a vu. Elle n'avait pas vu sa poitrine se soulever comme ça depuis 7 mois. Quelqu'un l'avait appelé un bon garçon, il l'avait pensé, et tout son petit corps avait répondu. Silas s'est levé. Il a remis son chapeau. Il a glissé 3 autres pièces sur la table et les a poussées vers Bellamy Cross, qui se tenait derrière le comptoir. Pour votre dérangement, Bellamy, vous ne me devez rien. Pour votre dérangement. La bouche de Bellamy a travaillé, elle n'a pas ramassé les pièces. Silas.
Madame, je n'aurais pas dû frapper la fille. Non, madame, vous n'auriez pas dû. J'ai... Sa main est allée vers la cafetière et revenue. J'entends Jared Holloway dire depuis 6 mois que ces deux-là volent mes clients. Je l'ai cru. Et maintenant, Bellamy a regardé Daisy. Mademoiselle Rowan. Le dos de Daisy s'est redressé. Personne ne l'avait appelé comme ça aujourd'hui, sauf Silas. Oui, madame. Je suis désolé. Ce n'était pas la bonne main et pas le bon enfant, et je suis désolé. J'espère que vous me laisserez vous préparer un pain pour la route. Oui, madame. Oui, madame. Merci, a ajouté Vernon. Et Bellamy Cross, 49 ans, veuve 2 fois, une femme qui n'avait pas pleuré dans une pièce publique depuis 30 ans, a mis le dos de sa main contre sa bouche et s'est tourné rapidement vers la cuisine. Silas a débloqué le frein de Vernon. Mademoiselle Rowan, ouvrez la porte. Oui, monsieur. Elle a ouvert la porte. Il a poussé Vernon à travers. Elle a tenu la porte de tout son poids à nouveau, de la même manière qu'en entrant. Sauf que cette fois, ses pieds n'étaient pas froids sur les planches parce que ses pieds ne sentaient rien du tout. Parce que ses pieds étaient à 5 kilomètres derrière le reste d'elle. Qui essayait déjà de comprendre la forme d'un monde dans lequel un homme en long manteau venait de dire non à Jared Holloway et l'avait pensé. Sur le plancher en bois dehors, Silas s'est arrêté. Mademoiselle Rowan, avant d'aller plus loin. Monsieur, je dois vous demander quelque chose et j'ai besoin d'une réponse sincère. Oui, monsieur. Est-ce que Jared Holloway a déjà touché votre frère? Non, monsieur. Vraiment. Vraiment, monsieur. Il a dit qu'il ne gaspillerait pas une main sur un... Il a dit... Elle a dégluti. Il a dit que si je ne faisais pas ce qu'il me disait, il mettrait Vern dans le foyer et alors il n'aurait pas à gaspiller sa main. Silas est resté silencieux. Et avez-vous fait ce qu'il vous a dit? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il vous a dit de faire? Mendier tous les jours, rapporter tout ce que j'obtenais. Si j'avais moins de 20 cents, Je comprends. Je n'ai jamais volé avant la mort de maman, monsieur. Papa ne nous a pas élevés pour voler. Je sais qu'il ne l'a pas fait. Vous connaissiez mon père. Silas a arrêté de pousser le fauteuil. Il l'a regardé. Mademoiselle Daisy, le nom de votre père était Caleb Rowan. Oui, monsieur. Caleb Rowan a travaillé sur ma clôture sud l'été de 79. Il avait 17 ans. C'était le garçon le plus fort que j'ai jamais engagé et le plus silencieux. Il a épousé une fille nommée Clara de San Marcos 3 étés plus tard, et je me tenais au fond de l'église et je l'ai regardé faire. Je ne l'avais pas vu depuis 6 ou 7 ans. Je ne savais pas qu'il était décédé. Je ne savais certainement pas que ses enfants étaient dans ma ville. Daisy l'a dévisagé. Vous connaissiez mon père. Je connaissais votre père. Vous étiez à son mariage. J'étais à son mariage. Elle a posé une main sur la roue du fauteuil de Vernon pour se soutenir. Mademoiselle Rowan, je veux que vous compreniez quelque chose. Je ne fais pas ça parce que j'ai vu un enfant affamé dans un restaurant. Je l'aurais fait pour n'importe quel enfant affamé dans n'importe quel restaurant. Mais je ne suis pas un étranger à votre sang. Je dois une dette à votre père que je ne savais pas, que je devais jusqu'à il y a environ 10 minutes, et j'ai l'intention de la payer. Monsieur, ne pleurez pas, mademoiselle. Je ne pleure pas. Non, madame, vous ne pleurez pas. Bellamy est sorti avec un paquet en tissu et l'a poussé dans la main libre de Daisy. Chaud, lourd, du pain et autre chose. Bellamy n'a rien dit. Elle est rentrée et a fermé la porte. Silas a poussé le fauteuil le long du plancher. Daisy marchait à côté, une main sur l'accoudoir du fauteuil roulant, l'autre serrant le paquet contre sa poitrine. Ses pieds avaient recommencé à sentir les planches. Ses pieds n'étaient plus si loin derrière elle. Où est le chariot, monsieur? 3 portes plus loin, devant le magasin d'aliments. Je connais le magasin d'aliments. Je sais que vous le connaissez. C'est là qu'il frappe le plus fort. Plus maintenant, ils ont tourné au coin. Un cheval de couleur fauve était attelé à une simple charrette. Silas a soulevé Vernon du fauteuil roulant lui-même, un bras sous ses genoux, un bras autour de ses fines épaules. Les mains de Vernon se sont levées et se sont verrouillées derrière le cou de Silas par vieille habitude, comme ils devaient le faire avec leur père autrefois. Doucement, jeune homme, vous sentez le cheval. Je suppose que oui. J'aime ça. Je suppose que moi aussi. Silas l'a déposé sur la couverture pliée au fond du chariot. Il a plié le fauteuil roulant. Il l'a plié avec expertise, comme s'il l'avait déjà fait, et l'a glissé à côté de Vernon. Silas,
Mademoiselle, comment saviez-vous comment plier le fauteuil? Ma Martha. Monsieur, ma femme, les 2 dernières années de sa vie, elle en utilisait un comme celui-ci. Oh, votre père et moi avons fabriqué le sien, l'été de 79. C'est à ça qu'a servi l'argent de la clôture. Daisy a mis ses 2 mains sur sa bouche. Silas l'a soulevée dans le chariot avant qu'elle ne puisse pleurer là où Vernon la verrait. À l'avant avec moi, mademoiselle Rowan. Votre frère s'allonge à l'arrière. Vous me dites s'il a besoin de quoi que ce soit. Vous le criez. Oui, monsieur. Il est monté à côté d'elle. Il a pris les rênes. Vern a appelé Daisy en arrière. Ça va? Daisy. Oui, mon petit. La couverture est douce. Je sais, mon petit. Elle sent bon. Je sais. C'est ça, le ranch? Pas encore. On va d'abord chez le docteur. Le docteur? Oui, mon petit. Pour moi, Sheila m'a parlé avant que Daisy ne le puisse. Pour vous deux, jeune homme, rien d'effrayant. Juste un examen. D'accord, monsieur. Silas. Silas. Bon garçon. Silas s'est fait claquer sa langue pour le cheval et le chariot l'a roulé. Ils avaient parcouru peut-être 2 pâtés de maison quand Daisy a vu, au bout de la rue, 2 cavaliers tournés sur main depuis la route du sud. Un manteau noir, un insigne. C'est là. Je le vois. C'est le shérif. Je le vois, mademoiselle. C'est là, hein? On ne va pas par là. Il a tourné le chariot brusquement à gauche dans une ruelle entre le cellier et la banque. Les roues ont cahoté. Vernon a fait un petit bruit à l'arrière et Daisy s'est retournée. Ça va, mon petit? Ça va. Tiens les côtés. Je tiens. La ruelle débouchait derrière la livrée. Silas a tourné à droite, s'éloignant de main, sur un chemin de terre qui longeait l'arrière de la ville. Silas, ils iront d'abord chez toi. Ils iront. Et ensuite? Le docteur Hester vit derrière son cabinet. La porte de son cabinet donne sur la ruelle. On s'arrête derrière. Doyle ne pensera pas la regarder. Doyle n'a pas eu une idée originale depuis 1871. Et ensuite? Et ensuite, on va chez Henry Pritchard. Qui est Henry Pritchard, monsieur? Silas est resté silencieux une seconde. Votre père a-t-il déjà mentionné un nom comme ça, mademoiselle? Daisy a réfléchi. Elle avait 4 ans. Son souvenir de son père était une voix, une paire de mains, une odeur de cuir et de sueur, et une chanson sur un opossum. Non, monsieur, je ne crois pas. Réfléchissez bien. Monsieur Pritchard, Henry, oncle Henry peut-être. Elle s'est arrêtée. Oncle Henry. Oui, mademoiselle. Papa a dit que si quelque chose lui arrivait, on devait aller chez oncle Henry. Maman l'avait écrit quelque part, dans la Bible de papa. Mais maman est morte et je n'ai pas retrouvé la Bible après. Silas a hoché la tête lentement. Mademoiselle Rowan, j'ai quelque chose à vous dire et j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Oui, monsieur. Votre père a laissé un testament. Un quoi, monsieur? Un papier qui dit qui reçoit quoi et qui veille sur qui quand un homme meurt. Votre père en a laissé un. Il l'a laissé à Henry Pritchard. Henry était le plus vieil ami de votre père. Henry était l'exécuteur testamentaire. C'est l'homme qui exécute le papier. Votre père a laissé à Henry 340 acres de terre à votre nom et au nom de votre frère, détenus en fiducie jusqu'à ce que vous soyez grand. Daisy l'a dévisagé. 340 acres? Oui, mademoiselle. De quoi? De terre, mademoiselle. De la bonne herbe du Texas, de l'eau dessus, du bois sur pied à l'extrémité nord. Ça vaut, je ne sais pas ce que ça vaut maintenant. Beaucoup. Nous possédons des terres. Vous possédez des terres, mademoiselle. Alors pourquoi est-ce que vous mendiez des petits pains sur Main Street? Oui, monsieur. Parce que Jared Holloway a dit au tribunal qu'Henry Pritchard était mort il y a 7 mois, juste après le décès de votre mère. Il a dit au juge James qu'il avait vu le corps. Il s'est fait nommer tuteur au motif qu'il n'y avait pas d'exécuteur vivant et que les enfants n'avaient pas de famille. Est-ce que Uncle Henry est bum? Henry Pritchard est assis sur son porche en ce moment même, mademoiselle, où je mange ce chapeau. Malade, fatigué. Il ne saurait pas que son nom est dans un palais de justice, mais vivant. Alors, Jared Holloway a menti sous serment pour voler 340 acres de la terre de votre père. Et une fois qu'Henry Pritchard se lèvera devant un juge du comté de Travis et dira « Bonjour, je suis en vie, merci », tous les papiers de tutelle ne vaudront plus l'encre qui les a imprimés. Daisy a posé ses 2 petites mains à plat sur le siège du chariot pour ne pas en tomber. « Comment savez-vous tout ça, monsieur? »
Silas Boone ne l'a pas regardé. Il a regardé la route. Sa mâchoire a bougé une fois. Parce que votre père m'a écrit, mademoiselle Daisy, il y a 4 ans, juste après la naissance de votre frère, et que la fièvre lui a pris ses jambes. Il m'a écrit et m'a dit, Silas, s'il m'arrive quelque chose, Henry Pritchard a le papier, et tu es le deuxième nom sur le papier. Et je lui ai répondu et j'ai dit, Fils, tu me survivras. Et j'ai mis la lettre dans un tiroir et je l'ai oubliée parce que Martha était malade à l'époque et je n'étais pas un homme qui se souvenait de ses promesses cet été-là. Sa voix était très calme. Je m'en souviens maintenant, mademoiselle. Je m'en souviens environ 7 mois trop tard et je n'ai pas l'intention de l'oublier à nouveau. Daisy Rowan, 4 ans, était assise sur un banc de chariot à côté d'un étranger qui n'était pas du tout un étranger. Et derrière elle, enveloppée dans une couverture de cheval qui n'était pas celle de sa mère, son frère de 3 ans fredonnait une petite mélodie sur un opossum. Et elle a compris pour la première fois que son père ne les avait pas laissés avec rien. Son père les avait laissés avec un homme en long manteau qui venait de se souvenir de son nom. Le chariot a ralenti derrière le cabinet du docteur Hester et Silas est descendu avant que les roues ne s'arrêtent de rouler. Mademoiselle Rowan, ne bougez pas. Oui, monsieur. Il a frappé à la porte arrière. 3 coups rapides, un lent, un rapide. Une sorte de signal d'il y a longtemps. La porte s'est ouverte d'environ 10 centimètres. Un œil gris, un sourcil gris. Silas Boone. Amos. Tu es le dernier homme que j'attendais avant le petit déjeuner. J'ai 2 enfants dans un chariot et le shérif Doyle qui arrive sur Main dans environ 20 minutes. La porte s'est ouverte en grand. Amène-les. Silas a soulevé Vernon en premier. Les bras de Vernon se sont enroulés autour de son cou sans poser de questions, comme si cela avait été réglé entre eux depuis des années. « Est-ce que je vais avoir une piqûre, monsieur? »« Pas de piqûre, jeune homme. »« Promis? »« Promis. »« D'accord. » Daisy est descendue elle-même. Elle ne se laisserait pas porter. Elle portait le paquet de pain en tissu contre sa poitrine comme un bébé qu'elle avait peur de laisser tomber. Le docteur Hester avait 70 ans, si ce n'est plus. Cheveux blancs dressés dans 3 directions. Des lunettes sur une ficelle autour du cou. Des mains qui tremblaient un peu jusqu'au moment où il les posait sur un patient, et alors elles arrêtaient de trembler complètement. Sur la table, jeune homme. Doucement, Silas. Doucement. Maintenant, vous, mademoiselle. Monsieur, j'ai besoin de vous voir aussi. Vern, d'abord. Mademoiselle, Vern d'abord, s'il vous plaît, monsieur. Le docteur Hester a jeté un coup d'œil à Silas. Silas a fait le plus petit signe de tête. Vern d'abord, alors. Il a mis ses lunettes. Il a relevé la fine chemise de Vernon. Daisy a observé son visage. Elle a observé son visage comme elle avait appris à observer les épaules. Son visage n'a pas changé. C'est comme ça qu'elle a su que c'était grave. Jeune homme, quand avez-vous pris un bain pour la dernière fois? Je ne me souviens pas. Est-ce que votre dos vous fait mal? Parfois. Où? Là où il y a le fauteuil, la partie en bois. Et ces marques ici sur votre côté. Vous vous souvenez comment vous les avez eues? Non, monsieur. Pas du tout? Non, monsieur. Le docteur Hester s'est redressé. Il a enlevé ses lunettes. Il a regardé Silas par-dessus la tête de Vernon et il n'a pas dit un mot et il n'en avait pas besoin. Amos. Silas. Note-le, tout. Je le note, Silas, je le note soigneusement. Mademoiselle, le docteur Hester s'est tourné. Votre tour, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Il l'a assise sur un tabouret. Il a d'abord regardé son visage. Le bleu jaunissant de l'homme du magasin d'aliments. La marque rouge fraîche de Bellamy Cross. Il n'a touché ni l'un ni l'autre. Il a regardé ses bras. Il a retroussé sa manche gauche. Mademoiselle. Monsieur. Celle-ci sur votre avant-bras. Oui, monsieur. Comment l'avez-vous eu? Un bâton. Le bâton de qui? De monsieur Holloway. Quand? Dimanche dernier. Je suis revenu avec 15 cents. Il a dit que 15 cents, ce n'était pas 20 cents. Je vois. Et celle-ci ici sur l'épaule. La lanière. Le même jour. Je vois. Il a vérifié son autre bras, son dos, ses chevilles. Il était lent et doux, et il n'a pas une seule fois émis un son de pitié, car Daisy avait le genre Dieu qui aurait tressailli face à la pitié. Il lui a parlé comme un homme parle à une femme qu'il respecte. Mademoiselle Rowan. Monsieur, vous avez 4 ans. Oui, monsieur.
Vous avez 4 ans et vous avez les bleus d'un ouvrier agricole adulte à la fin d'une dure saison. Oui, monsieur. Je suis médecin dans cette ville depuis 41 ans. Oui, monsieur. Je n'ai jamais écrit ce que je suis sur le point d'écrire. Me comprenez-vous? Non, monsieur. Vous comprendrez un jour. Je vais l'écrire clairement et je vais y apposer ma signature, tout comme Silas Boone, et ce morceau de papier va entrer dans une salle d'audience à Austin, au Texas, et il va enterrer Jared Holloway vivant. La lèvre inférieure de Daisy a tremblé pendant exactement une seconde. Elle l'a mordu. Oui, monsieur. Bonne fille. Maintenant, votre frère. Monsieur, je veux vous dire quelque chose sur les jambes de votre frère. Silas s'est détourné de la fenêtre où il observait la ruelle. Amos, sois prudent. Je suis prudent, Silas. Mademoiselle Rowan, venez ici. Elle est venue. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit sur la fièvre? Maman a dit que Dieu les lui rendrait. Votre mère était une bonne femme de vous dire ça. Je vais vous dire quelque chose d'un peu différent et je veux que vous le gardiez secret pour l'instant. Le garderez-vous secret? Oui, monsieur. Votre frère a de la sensibilité dans les pieds. Monsieur, j'ai touché le dessous de son pied tout à l'heure. Il a tressailli. Pas beaucoup, mais il a tressailli. Il sent des choses. Il sent des choses. Un peu. Près d'une fièvre comme la sienne, parfois la force revient avec les années. Lentement, petit à petit, avec de la nourriture, avec de la chaleur, avec un corps qui ne dort pas sous un porche. Les mains de Daisy sont allées à sa bouche. Il pourrait marcher. Je ne vous le promets pas. Je vous dis qu'il pourrait. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie, les 2 fois chez des enfants dont on s'est occupé. Elle s'est tournée vers la table. Vernon regardait le plafond, de petites mains croisées sur sa poitrine maigre. Vern. Daisy. Tu entends ça? J'ai entendu. Qu'en penses-tu, mon petit? Je pense que j'aimerais bien marcher, Daisy. Ouais. J'aimerais marcher jusqu'aux toilettes extérieures toute seule. Silas Boone a fait un petit bruit près de la fenêtre. C'était peut-être un rire. C'était peut-être autre chose. Il ne s'est pas retourné pendant une seconde. Quand il s'est retourné, son visage s'était crispé au coin d'une manière que Daisy n'aimait pas. Amos. Il a. À quelle vitesse peux-tu écrire? Vite. 2 cavaliers viennent de tourner dans la ruelle. Le docteur Hester a bougé. Aussi vieux qu'il soit, il a bougé comme un homme qui avait esquivé des tirs de canon dans sa jeunesse. Il s'est dirigé vers une armoire. Il a sorti un rouleau de gaz. Mademoiselle Rowan, sur la table avec votre frère, allongez-vous. Tournez votre visage vers le mur. Monsieur, faites-le, enfant. Silas l'avait déjà soulevé. Il l'a allongé à côté de Vernon. Il a tiré un drap jusqu'à leur menton. Il a murmuré, « Vernon, jeune homme, ferme les yeux. Tu dors. » Oui, Silas. Le docteur Hester a rapidement enroulé la tête de Daisy dans la gaze. 1 tour, 2, 3, couvrant son bleu-jaune, sa pommette, sa mâchoire. Il a tamponné quelque chose de rouge sur la gaze à sa tempe, de l'iode. De loin, ça ressemblait à du sang. La porte arrière a vibré. Doc. Occupé. Ouvrez, Doc. Affaire officielle. J'ai dit occupé, Harley. J'ai un enfant en chirurgie. Docteur Hester, ouvrez cette porte tout de suite. Le docteur Hester a déverrouillé la porte. Silas s'était déjà placé derrière. Daisy ne pouvait pas voir. Elle gardait les yeux fermés et le visage tourné vers le mur, et elle ralentissait sa respiration. Shérif, où est Silas Boone? Je ne saurais vous dire. Son chariot est dans votre ruelle. Vraiment? Doc. Harley Doyle, je vous connais depuis que vous êtes en culotte courte. Je vous dis en ce moment même que j'ai une enfant de 4 ans sur cette table qui saigne d'une blessure que je n'ai pas encore suturée, et son frère de 3 ans à côté d'elle en état de choc. Et si vous mettez une seule semelle de bottes dans ma salle d'opération, j'aurai votre insigne devant le médecin légiste de l'État avant le souper. Suis-je clair? Une pause. Une fille est un garçon. Oui, monsieur. Que leur est-il arrivé? Un homme nommé Jared Holloway les a mis dans les rues de cette ville pour mendier, Sheriff Doyle, pendant 7 mois. Et ce matin, la propriétaire d'un restaurant a perdu patience et a ouvert une blessure sur le visage de cet enfant qui la marquera à vie. Voilà ce qui leur est arrivé. Et je serai heureux de raconter cette histoire au médecin légiste de l'État aussi quand il viendra. Silence, Doc.
Y avait-il autre chose, shérif? Holloway dit que Silas Boone a pris ses pupilles. Silas Boone n'est pas dans cette pièce, un doc. Shérif, est-ce que je vous semble être un homme qui mentirait sur le contenu de sa propre salle d'opération? Non, monsieur. Alors allez trouver Silas Boone ailleurs. J'ai du travail. Oui, monsieur. Et Harley? Monsieur, quand Holloway vous demandera ce que vous avez vu, vous lui direz ce que vous avez vu, un médecin travaillant sur un enfant blessé. Vous n'ajoutez pas un mot de plus. Oui, monsieur. La porte s'est fermée, le verrou a tourné. Personne n'a bougé pendant une longue respiration. Silas est sorti de derrière la porte. Amos, il est parti. C'était un risque. C'était la vérité, Silas, déguisé en gaze. Maintenant, sors ces enfants de ma ville, afin que cet homme ne retrouve sa colonne vertébrale. Silas a soulevé Vernon. Le docteur Hester a lui-même déroulé la gaze de la tête de Daisy en faisant attention de ne pas attraper ses cheveux. Mademoiselle Rowan. Monsieur, je mets un bandage propre sur votre vrai bleu. Gardez-le jusqu'à demain. Quand quelqu'un vous demandera, dites-lui que le docteur Amos Hester vous a recousu. Vous ne dites pas un mot de plus. Oui, monsieur. Et prenez ça. Il a pressé un papier plié dans sa main, scellé avec un cachet de cire. Vous ne le donnez à personne d'autre qu'à un juge. Pas à Silas, pas à moi, pas à votre oncle Henry si vous le trouvez. Un juge dans une salle d'audience. Compris? Oui, monsieur. Bonne fille? Silas était déjà à la porte arrière avec Vernon. Daisy a couru après. Elle a glissé le papier à l'avant de sa robe, sur son cœur, là où elle gardait le bouton en étain du manteau de son père, jusqu'à ce que Holloway le prenne. Ils étaient de retour dans le chariot en moins d'1 minute. Silas a fait avancer le cheval d'un pas rapide, puis d'un trot, puis d'un galop hors de la ruelle et sur la route de l'Ouest avant que quiconque en uniforme ne puisse y réfléchir à 2 fois. La ville est restée derrière eux. Silas, mademoiselle, le shérif. Il ira d'abord chez moi. Il y ira lentement parce qu'il ne veut pas nous trouver. Et il reviendra encore plus lentement. Pourquoi ne veut-il pas nous trouver? Parce que Harley Doyle était adjoint sous mon père quand j'étais enfant, mademoiselle. Mon père lui a appris à lire. Harley a le dollar de Jared Holloway dans sa poche, mais il a le nom de mon père sur son cœur, et certains matins, ces 2 choses se battent. Ce matin, mon père a gagné. Oh, ça n'arrivera pas 2 fois. Le chariot a laissé derrière lui les dernières clôtures de la ville. La route s'est amincie. Le cheval a trouvé un trot de travail régulier. Au fond du chariot, Vernon était allongé sur la couverture pliée, les yeux fermés et un petit sourire sur la bouche à cause du mouvement. Daisy s'est accrochée au siège. Elle s'est retournée une fois à mi-chemin et a regardé le profil de Silas. C'est là, mademoiselle. Et si oncle Henry n'est pas en vie, il n'a pas répondu tout de suite. C'est là. Je vous ai entendu, mademoiselle. Et si Holloway ne mentait pas? Alors on continue. Où, monsieur? À Austin, chez William Ames, devant un juge de circuit fédéral s'il le faut, même si je dois m'asseoir sur ces marches pendant 1 semaine. Je vous le dis maintenant, mademoiselle Rowan, je ne fais pas demi-tour. Oui, monsieur. Votre père ne faisait pas demi-tour. Vous ne faites pas demi-tour. Je ne fais pas demi-tour. C'est la manière des Rowan et la manière des Boone, et nous sommes ensemble là-dedans maintenant. Oui, monsieur. La propriété des Pritchard se trouvait au bout d'un chemin défoncé près de la route principale, à 5 kilomètres de la limite de la ville. Une ferme non peinte, un porche affaissé, une cheminée à qui il manquait la moitié de ses briques. La cour était envahie par les mauvaises herbes. Une seule vache paissait le long de la clôture lointaine et leva la tête vers le chariot sans intérêt. Silas, je le vois, mademoiselle. On ne dirait pas que quelqu'un vit ici. Quelqu'un vit ici. Il a arrêté le cheval devant le porche. Il a mis le frein. Il n'est pas descendu tout de suite. Silas, mademoiselle, restez avec votre frère. Monsieur, si je ressors de cette porte en moins d'1 minute, j'apporte de mauvaises nouvelles et on fait demi-tour avec le chariot et on part. Vous me comprenez? Oui, monsieur. Si je ressors de cette porte dans 10 minutes, je viens chercher votre frère et vous. Oui, monsieur. Il est descendu. Il a monté les marches du porche. 2 des planches ont fléchi sous ses bottes. Il a frappé. Rien. Il a frappé à nouveau. Rien. Daisy s'est retournée sur le siège. Vern, je suis là. Tiens bon. Je tiens bon.
Silas a tourné la poignée. La porte s'est ouverte. Il est entré. Daisy a compté. 1, 2, 3, 4, 5. À 30, elle avait recommencé parce qu'elle avait perdu le fil. À ce qu'elle a estimé être une minute, elle a commencé à pleurer sans s'en rendre compte. À ce qu'elle a estimé être 2 minutes, la porte s'est ouverte. Silas est sorti. Il n'apportait pas de mauvaises nouvelles. Il soutenait un homme par le bras. Un vieil homme mince, plus mince que le docteur Hester. Des cheveux blancs lui tombant sur le col, une barbe d'une semaine sur la mâchoire, une chemise de nuit tachée rentrée dans un pantalon qui ne lui appartenait pas. Ses yeux étaient enfoncés, mais ils étaient ouverts, ses pieds bougeaient, il respirait, il était vivant. Mademoiselle Rowan est appelée Silas d'en bas. Venez ici, s'il vous plaît. Amenez votre frère. Elle est descendue en se dépêchant. Elle est montée à l'arrière et a passé ses bras sous Vernon. Silas, je ne peux pas se le soulever. J'arrive. Il a laissé le vieil homme appuyé sur la rampe du porche et est venu prendre Vernon. Il l'a porté jusqu'au porche. Daisy a couru à côté. Henry, a dit Silas. Henry, ouvre les yeux, vieil ami. Le vieil homme a ouvert les yeux. Silas Boone. Henry. C'est toi? C'est moi. J'ai rêvé de toi pendant 3 jours. Je ne suis pas un rêve. Prouve-le. Silas a tendu la main et a pris la main libre du vieil homme à l'été de l'humaine. Il l'a pressé. Les doigts du vieil homme se sont refermés faiblement. Salam, Henry. Silas, ils ont mis quelque chose dans mon eau. Silas Boone est devenu immobile. Répète ça. Mon petit-fils, Ennis met quelque chose dans mon eau depuis 4 mois, juste après le décès de la veuve de Caleb. Il ne me laisse pas quitter la ferme. Il ne me laisse pas voir le courrier. Il m'a dit que les enfants de Caleb avaient été emmenés par leur oncle dans le nord et qu'ils allaient bien. Je voulais le croire. Je voulais tellement le croire, je suis derrière. Henry. Silas. Regarde en bas. Le vieil homme a regardé en bas. Daisy était montée sur le porche sans s'en rendre compte. Elle le regardait avec ses 2 yeux grands ouverts et humides, et son frère était dans les bras de Silas Boone à côté d'elle. Et le visage du vieil homme s'est brisé d'un coup comme un vieux morceau de poterie. Seigneur, aie pitié. C'est moi, a dit Daisy. C'est moi, oncle Henry. C'est Daisy. Et ça, c'est Vern. Les bébés de Caleb. Oui, monsieur. Henry Pritchard est tombé à genoux sur son propre porche. Il l'a fait lentement, comme un homme qui tombe sans être sûr de pouvoir se relever. Il a tendu ses mains tremblantes et Daisy s'est avancée vers elle. Et il l'a serrée dans ses bras comme il avait dû le faire une fois quand elle était bébé. Et elle ne savait pas pourquoi son corps reconnaissait la forme de ses bras, mais c'était le cas. C'était le cas. Les bébés de Caleb, a-t-il répété encore et encore. Les bébés de Caleb. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, je vous croyais parti. Je vous croyais parti. Nous sommes là, oncle Henry. J'ai rêvé de ton visage pendant 3 nuits. J'ai rêvé de ton père. Il se tenait au pied de mon lit en me disant de me lever, de me lever, de me lever. Je suis là. Une planche a craqué à l'intérieur de la maison. La tête de Silas s'est relevée rapidement. Un jeune homme se tenait dans l'embrasure de la porte, pas 30 ans, cheveux noirs, une chemise à moitié boutonnée, une tasse en étain à la main. Il a dévisagé les 3 sur le poche. Il a dévisagé Silas Boone. Grand-père. Henry Pritchard n'a pas levé les yeux. Son visage était enfoui dans les cheveux de Daisy. Ennis. Grand-père, qui? Ennis Pritchard, a dit Silas doucement. Pose cette tasse avant. Monsieur, vous êtes sur une propriété privée. Pose la tasse. Ennis Pritchard a regardé la tasse dans sa main. Il a regardé Silas Boone. Il s'est retourné et a couru. Silas Boone n'a pas couru après lui. Henry, tiens cette tasse s'il l'a laissée tomber. Ne la renverse pas. Il ne l'a pas laissée tomber. Mademoiselle Rowan. Monsieur, la tasse par terre à l'intérieur. Allez la chercher. Ne touchez pas l'eau. Prenez-la par l'anse et apportez-la à votre oncle Henry. Oui, monsieur. Elle était à l'intérieur avant que le mot ne soit fini. Silas a descendu le porche en 3 longues enjambées et a attrapé Ennis Pritchard par le dos de la chemise à la barrière. Un seul mouvement, sans hâte. Les pieds de Denis ont continué à courir pendant une demi-seconde après que le reste de son corps se soit arrêté, puis ses pieds ont aussi abandonné. Lâchez-moi. Non, vieil homme, je vais. Tu vas rester là, Ennis Pritchard, et tu vas attendre. Attendre quoi? Le shérif.
Vous n'êtes pas la loi. Non, monsieur, je ne le suis pas. Mais il arrive de toute façon, et quand il sera là, j'ai l'intention que tu sois toujours debout ici et qu'il ait une longue conversation avec toi sur l'eau dans la tasse de ton grand-père. Le visage d'Ennis Pritchard est devenu blanc autour des yeux. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans cette état. Je sais ce qu'il n'y a pas dedans. Quoi? Quelque chose de bon. Daisy est revenue en portant la tasse en étain par l'anse, la tenant devant elle comme quelque chose qu'un serpent aurait léché. Henry Pritchard était assis contre le poteau du porche. Il tenait la main fine de Vernon. Vernon le regardait solennellement. Oncle Henry, oui, fils. Tu es réel? Je suis réel. Tu restes? Je reste, fils. Je ne vais plus nulle part. Daisy a posé la tasse sur les planches du porche entre eux. Silas, je l'ai. Que personne n'en boive, que personne ne la renverse. Non, monsieur. Il a ramené Ennis au porche d'une seule main. Le jeune homme a essayé une fois de se tordre. La prise de Silas n'a pas changé. Il a fait asseoir Ennis sur la marche supérieure et a posé une botte sur la marche à côté de lui. Et Ennis s'est assis. Henry, il a. À quel point est-ce grave? Je ne sais pas vraiment. Certains jours, je ne peux pas me tenir debout. Certains jours, mes mains tremblent. Certains jours, j'oublie mon propre nom. Ça a empiré depuis le décès de la veuve de Caleb. Qu'est-ce qu'il te disait? Que j'avais eu une attaque, que j'avais de la chance d'être en vie, qu'un homme de mon âge ne devrait pas sortir dans la chaleur, que le courrier n'arrivait pas, que je n'avais plus de visiteurs. Tout ça, c'est des mensonges. Tout ça, c'est des mensonges. Ennis Pritchard a dit à voix basse. Grand-père, tu ne comprends pas. Ennis. La voix d'Henry Pritchard avait un fil de fer que Daisy n'y avait pas entendu auparavant. Tais-toi. Je comprends très bien. Je comprends pour la première fois en 4 mois. Tais-toi. Ennis s'est tu. Silas s'est tourné vers la route. Mademoiselle Rowan. Monsieur, emmenez votre frère à l'intérieur, vous et votre oncle Henry. Verrouillez la porte. Asseyez-vous dans la pièce du fond, loin des fenêtres. Pourquoi, monsieur? De la poussière sur la route, peut-être à 400 mètres. Elle a couru pour regarder. Un fin panache jaune montait dans l'air au-dessus du chemin qu'ils avaient emprunté. 3 cavaliers, peut-être 4. Silas! Je le vois, mademoiselle. C'est lui? C'est lui. Henry Pritchard s'est relevé du poteau. Silas, mon fusil est au-dessus de la porte de la cuisine. Henry, je peux tenir un fusil, Silas Boone. J'ai été faible, mais je ne suis pas mort. Donne-moi 5 minutes et je pourrai le tenir. Alors tiens-le, je ne te demande pas de tirer avec. Daisy avait déjà attrapé les bras fins de Vernon. Henry Pritchard s'est penché et a soulevé Vernon lui-même, lentement mais fermement, et les bras du vieil homme ont tremblé, mais ils ont tenu. Tu l'as, oncle Henry? Je l'ai, ma petite Daisy. Silas. À l'intérieur, mademoiselle. Elle est entrée. L'intérieur de la maison des Pritchard sentait une longue maladie et une pièce fermée. Henry Pritchard a déposé Vernon sur un lit fait dans la pièce du fond et s'est retourné et a marché. Il a marché sur ses propres pieds jusqu'à la cuisine et est revenu avec un fusil dans les 2 mains. Il s'est assis sur une chaise à dossier droit avec le fusil sur ses genoux et il avait l'air 10 ans plus jeune que sur le porche. Oncle Henry? Oui, enfant. Tu vas tirer sur quelqu'un? J'espère que non, pour l'amour de Dieu. Pourquoi ton petit-fils a-t-il fait ça? La bouche d'Henry Pritchard a travaillé. Il est resté silencieux un long moment. L'argent, enfant, juste l'argent. Je l'ai nommé dans mon testament il y a 5 ans quand il est venu vivre avec moi. Tout ce que j'avais devait lui revenir à ma mort. Puis ton père est venu et m'a demandé de détenir une fiducie pour toi et ton frère, et je l'ai fait. Et quand ton père est décédé, cette fiducie est devenue la plus grande chose que cette ferme ait jamais vue. Et Ennis a pensé que si je mourais tranquillement, et si vous, les enfants, étiez partis, il n'y aurait pas de fiducie à exécuter, et il aurait tout. C'était de la famille. C'était de la famille. La famille ne devrait pas. Non, enfant, la famille ne devrait pas. Mais les hommes font des choses pour l'argent qu'aucun animal dans les bois de Dieu ne ferait pour de la nourriture. Daisy y a réfléchi. Elle a posé sa petite main sur celle de son frère. Vernon regardait Henry avec cette manière solennelle qu'il avait. Oncle Henry. Oui, fils. C'est quoi une fiducie? Une fiducie, c'est une promesse, Vern. Une promesse écrite.
Ton père m'a donné sa terre et son argent pour que je les garde pour vous, afin qu'aucun homme ne puisse vous les prendre jusqu'à ce que vous soyez grand. J'ai juré sur une Bible que je la garderai, et je l'ai gardée chaque jour depuis, même quand je ne savais pas que je la gardais. Même quand j'étais à moitié fou à cause de ce que ce garçon mettait dans mon eau, le papier est resté dans le coffre-fort sous le plancher de la cuisine. Et il y restera jusqu'à ce que tu aies 18 ans, ou jusqu'à ce qu'un juge du grand État du Texas me dise de le remettre. Tu as le papier en ce moment, à 2 mètres de là où tu es assis. La petite main de Vernon s'est resserrée sur celle de Daisy. Dehors, des chevaux. 4. Des hommes qui descendent, des bottes sur des planches. Henry Pritchard s'est levé avec le fusil. Il n'a pas tremblé. La voix de Jared Holloway est venue à travers la porte. Silas Boone. Jared, remets-moi ces enfants. Non. J'ai le shérif. Je le vois. La voix du shérif Doyle, différente de celle du matin. Plus faible. Silas. Harley. Classe, je dois les emmener. Les papiers de Holloway sont en règle. Harley, Henry Pritchard est en vie. Un silence, un long silence. Silas, qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que Henry Pritchard est en vie. Il est assis dans cette maison derrière moi. Il est l'exécuteur testamentaire de la succession de Caleb Rowan. Il n'était pas mort quand Jared Holloway a dit à ton juge Ames qu'il l'était il y a 7 mois. Il était empoisonné lentement par son propre petit-fils, qui est assis sur ce porche en ce moment même où je l'ai mis, et qui, je crois, vous racontera tout si vous le lui demandez gentiment. Dis-là, Harley, la tasse en éteint sur le porche. Ne laisse personne y toucher. Envoie-la un chimiste à Austin aujourd'hui. Je paierai pour ça. Silas, si ce que tu dis, Jared Holloway a menti sous Sherman Harley, il a volé la terre de Caleb Rowan. Il a mis les enfants de Caleb à la rue. Il a battu cette petite fille avec une lanière pour ne pas avoir ramené 20 cents en une journée. Le docteur Hester l'a écrit et signé, et cette fille apporte le papier en ce moment même. Je ne te dis pas quoi faire, je te dis ce qui est. La voix de Holloway, forte, rapide, stridente. Il ment, shérif. Il manipule les enfants. Il est Jared. La voix du shérif, différente à nouveau maintenant, froide. Tais-toi. Allez, écoute-moi. J'ai dit tais-toi, Jared. La porte s'est ouverte derrière Daisy. Henry Pritchard est sorti sur son propre porche avec un fusil à la main. Silas ne l'a pas regardé. Silas n'avait pas quitté Jared Holloway des yeux depuis 1 minute entière. Sheriff Doyle, Henry Pritchard. Vous me connaissez, Harley? Je vous connais, Henry. Est-ce que j'ai l'air mort pour vous? Non, monsieur, vous n'avez pas l'air mort. Est-ce que j'avais de l'air mort pour vous il y a 7 mois? Je ne vous ai pas vu il y a 7 mois, Henry. J'ai cru un homme sur parole. La parole de qui? La gorge de Doyle a bougé, celle de Jared Holloway. Et maintenant? Maintenant, je vous regarde. Suis-je en vie, Harley? Oui, monsieur, vous êtes en vie. Alors les papiers de tutelle déposés il y a 7 mois ne valent rien. Oui, monsieur, c'est exact. Holloway a fait un bruit, un son sans mots. Il a fait un pas en arrière du porche vers son cheval. Silas Boone s'est déplacé entre lui et l'animal. Jared, écarte-toi de mon chemin. Non. Silas Boone, tu es un homme mort. Peut-être, pas aujourd'hui. Le shérif Doyle a sorti son pistolet. Il ne l'a pas pointé sur Silas. Il l'a pointé sur le sol entre les bottes de Holloway. Jared, les mains où je peux les voir. Harley. Jared, j'étais prêt à tordre la loi pour toi quand je pensais que tu avais une bonne raison. Je ne suis pas prêt à être pendu pour toi. Je t'ai donné. Jared, tais-toi. Les mains. Les mains de Holloway se sont levées. Un des adjoints, un grand garçon avec une mauvaise moustache, s'est avancé et a mis des menottes au poignet de Jared Holloway sur le porche de la ferme des Pritchard. Le visage de Holloway était devenu de la couleur d'un torchon. Il respirait vite. Il a regardé une fois, juste une fois, Daisy à travers l'embrasure de la porte. « Petite, Wared, a dit Silas Boone doucement, si tu finisses cette phrase avec un seul mot visant cet enfant, j'oublierai tout ce que ma mère m'a appris. » Holloway a fermé la bouche. L'autre adjoint était penché sur Ennis Pritchard. Ennis avait commencé à parler. Ennis parlait vite, comme un homme qui a été seul avec sa propre culpabilité pendant 4 mois et qui attendait sans le savoir que quelqu'un lui pose une question.
De la mort au rat, juste un peu. Je pensais que si j'y allais doucement, personne ne... Ce n'était pas censé. Je n'allais pas le tuer. J'allais juste. Il allait mourir bientôt de toute façon. J'allais juste... Henry Pritchard a fermé les yeux. Silas a posé une main sur son bras. Doucement, vieil ami. C'est le fils de mon fils, Silas. Je sais. Je l'ai élevé après que sa mère et son père aient brûlé dans cet incendie. Je sais, Henry. Je l'aimais, Silas. Je l'aimais comme mon propre fils. Et il... Henry, regarde-moi. Henry a regardé. Tu as 2 enfants dans cette maison qui ont besoin que tu restes debout. Tu pourras t'asseoir plus tard. Henry Pritchard a hoché la tête lentement et est resté debout. Daisy était déjà sortie. Elle a marché entre les 2 adjoints, a dépassé Silas, a dépassé Jared Holloway menotté, et elle ne s'est pas arrêtée avant de se trouver devant le shérif Arlie Doyle, tenant le papier plié du docteur Hester dans sa petite main sale. « Shérif? »« Oui, mademoiselle. »« Le docteur Hester a dit seulement un juge. »« Oui, mademoiselle. »« Mais je ne connais pas de juge, et vous avez un insigne, alors je suppose que vous êtes ce qui s'en rapproche le plus. » Il s'est mis à genoux, il a pris le papier avec ses 2 mains comme si c'était une assiette de communion. « Mademoiselle? »« Oui, monsieur. »« Qu'y a-t-il dans ce papier? »« Ce que monsieur Holloway m'a fait, et à mon frère. Le docteur Hester l'a écrit et signé. Je ne l'ai pas ouvert. »« Je vois qu'il est toujours scellé, mademoiselle. »« Oui, monsieur. »« Me permettez-vous de l'ouvrir? »« Oui, monsieur. Vous pouvez l'ouvrir. » Arlie Doyle a brisé le seau de cire avec son ongle. Il a déplié le papier. Il a lu. Le Porsche était devenu silencieux. Le seul son était Ennis Pritchard qui parlait encore plus bas maintenant au grand adjoint, confessant des choses qui n'auraient pas été crues de la bouche de quelqu'un d'autre. Doyle a lu le papier 2 fois. Quand il a levé les yeux, ils étaient humides. Mademoiselle. Monsieur, ce papier va à un juge aujourd'hui. Il ne va pas au juge Ames de ce comté. Il va au circuit fédéral à Austin et il y va avec mon nom sur une lettre de couverture. Et Jared Holloway va voyager avec lui sous ma garde. Oui, monsieur. Vous êtes très courageuse, mademoiselle Rowan. Je ne suis pas courageuse, monsieur. Je ne voulais juste plus me faire frapper. Arlie Doyle a mis sa main à plat sur sa bouche pendant 1 seconde. Il s'est relevé. Il s'est tourné vers Jared Holloway. Jared, Arlie, chaque nuit pendant 7 mois, j'ai bu ton whisky le mardi au Blue Bonnet. Arlie, allez. Je me disais qu'il n'y avait pas de mal à ça. Je me disais que la fille était sauvage. Je me disais que le garçon était mieux avec n'importe quel toit qu'aucun toit. Je me disais, Arlie, j'ai fini de me dire, Jared. Jared Holloway n'a rien dit. Arlie Doyle a sorti un mouchoir plié de sa poche et l'a utilisé pour ramasser la tasse en étain sur le plancher du Porsche. Il l'a enveloppée soigneusement. Il l'a mise dans la sacoche à sa hanche. Adjoint Cable. Monsieur, emmenez Ennis Pritchard en ville, gardez-le au bureau. Ne laissez pas le juge Ames entrer dans ce bureau pour quelque raison que ce soit. Oui, monsieur. Adjoint Ewers. Monsieur, vous chevauchez à côté de moi. Holloway chevauche entre nous. Nous allons à Austin ce soir. Oui, monsieur. Un cheval a retenti sur le chemin derrière eux. Un cavalier arrivant vite. Silas s'est tourné. Ce doit être Asa. Asa Kettering a arrêté son cheval écumant d'un dérapage à la barrière. Il est descendu. Il était poussiéreux jusqu'au foulard. Ses yeux ont trouvé Silas. Silas, je l'ai. William. William Ames et un marshal fédéral. Ils arrivent derrière moi dans une calèche. Ils seront là dans 1 heure. Tu as chevauché toute la nuit. J'ai chevauché toute la nuit. Merci, Asa. Remercie-moi plus tard. Silas, j'ai des nouvelles d'Austin qui vont te retourner l'estomac. Dis-le. Le juge Ames, Hollis Ames, votre juge de comté, celui qui a signé les papiers de tutelle de Holloway. Quoi à son sujet? Il n'est pas l'ami de Holloway, Silas. Il est son partenaire. Il y a un registre dans le bureau de William avec leurs 2 noms sur 12 propriétés prises sous de fausses tutelles. 11 d'entre elles étaient des enfants de soldats de mort et des veuves sans famille. Ils font ça depuis 3 ans. Un son est venu de ce poche, un petit son. C'était Henry Pritchard qui s'asseyait lentement sur la marche supérieure avec une main sur les yeux. 11 enfants, a dit Henry. 11 que nous connaissons, monsieur, a dit Kettering. William Ames arrive avec des mandats pour eux 2, signés par le juge fédéral ce matin. Silas Boone a enlevé son chapeau.
Il l'a tenue à deux mains. Il a regardé Daisy. Mademoiselle Rowan. Monsieur, vous comprenez ce qu'il vient de dire? Je crois que oui, monsieur. Il a dit que vous n'êtes pas la seule. Non, monsieur. Il a dit qu'il y a 10 autres garçons et filles quelque part dans ce comté qui ont été mis à la rue de la même manière que vous. Oui, monsieur. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, mademoiselle. Oui, monsieur. J'ai besoin que vous m'aidiez à les trouver. Elle a levé les yeux vers lui. Elle l'a regardé longtemps. Tous, monsieur. Tous ceux que nous pourrons. Oui, monsieur. Pas aujourd'hui. Non, monsieur. Aujourd'hui, vous et votre frère allez à mon ranch. Ce soir, vous dormirez dans des lits avec des draps qui sentent le savon de lessive. Demain, vous mangerez un petit déjeuner à une table. La semaine prochaine, nous commencerons à chercher les autres enfants. C'est un accord? Oui, monsieur, c'est un accord. Bonne fille. Le shérif Doyle s'est éclairci la gorge. Silas. Harley. J'emmène Holloway maintenant. William Ames est à 1 heure derrière. Quand il arrivera, j'aurai déjà le juge Ames dans mes cellules. Harley. Silas, fais une chose pour moi avant de partir. N'importe quoi. Serre la main de cet enfant. Serre-la comme si elle était adulte. Parce qu'elle l'est. Harley Doyle s'est penché. Il a tendu sa grande main colleuse. Daisy Rowan, 4 ans, a mis sa petite main sale dans la sienne. Il a serré une fois. Mademoiselle Rowan. Shérif. Je suis désolé. Oui, monsieur. Je suis désolé pour 7 mois. Oui, monsieur. Me pardonnerez-vous? Elle y a réfléchi. Elle n'a pas répondu vite. Elle a réfléchi comme une femme adulte réfléchit. Pas aujourd'hui, monsieur, mais peut-être plus tard. Oui, madame, c'est plus que ce que je mérite. Il s'est redressé. Il a mis son chapeau. Il a tiré Jared Holloway par le coude vers les chevaux. Holloway n'a pas regardé en arrière. Il n'a pas eu l'occasion de regarder en arrière. Personne ne lui en a donné une. La poussière de 4 chevaux s'est éloignée sur le chemin défoncé vers la ville. Sur le porche de la ferme des Pritchard, Henry Pritchard était assis, les mains sur le visage, et pleurait pour un petit-fils qu'il avait élevé. À la roue du fauteuil de Vernon, que Silas avait sorti et posé sur les planches, Daisy Rowan s'est penchée, a mis ses bras autour de son frère et a pressé son front contre le sien. Vern, Daisy, on ne retourne pas sous le porche. Je sais. On ne retourne pas au magasin d'aliments. Je sais. On ne retourne pas chez Monsieur Holloway. Jamais. Je sais, Stacy. Oncle Henry est réel. Je sais. Et l'homme au chapeau, il a parlé du ranch. Je sais, Daisy, oui. Il a dit des draps. Vernon a souri un petit sourire lent. J'ai surtout entendu cette partie, a-t-il dit. Silas Boone se tenait à la rampe du porche, le dos tourné vers eux et son chapeau à la main, et Asa Kettering faisait semblant de resserrer une sangle sur un cheval qui n'en avait pas besoin. Et Henry Pritchard s'essuyait le visage avec la manche d'une chemise de nuit qui ne lui appartenait pas. Et pendant environ 2 minutes, personne n'a dit un seul mot à voix haute, car le porche de la ferme de ce vieil homme était devenu, sans qu'aucun d'eux ne le veuille, la pièce la plus silencieuse et la plus pleine du comté de Bastrop, au Texas, le matin du 3 juillet 1884. Le trajet de la ferme d'Henry Pritchard à la propriété de Silas Boone a duré 1 heure et demie, et Daisy n'a pas parlé pendant la majeure partie. Elle était assise sur le banc du chariot avec le manteau de Silas sur ses épaules, regardant le paysage vallonné du Texas défiler et essayant, sans grand succès, de faire tenir la journée dans sa tête. Silas, mademoiselle, le portail rouge est-il réel? Le portail rouge est réel. Vous ne l'inventez pas pour Vern. Non, madame. Pourquoi rouge? Ma Martha l'a peint, le premier printemps de notre mariage. Elle a dit que chaque ranch avait besoin d'une chose qui soit à elle et à elle seule, et elle a choisi le portail. Je l'ai repeint tous les 3 ans jusqu'à son décès. Je dois lui donner une nouvelle couche. Je peux aider. J'espérais que vous le feriez, mademoiselle. Le portail est apparu au détour d'un virage, rouge comme l'aile d'un cardinal, un peu délavé en haut là où le soleil l'avait travaillé. Silas a fait passer le chariot et ne s'est pas arrêté à la maison. Il a contourné la maison jusqu'au porche arrière où la marche était moins haute et il a soulevé Vernon et l'a porté directement à l'intérieur. Mademoiselle Rowan. Monsieur, la 2e chambre à gauche est la vôtre. Les lits sont faits. C'était de la salle de couture de Martha jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Elle a une fenêtre qui donne à l'est. Vous verrez le lever du soleil depuis celle-ci chaque matin où vous serez ici. Combien de temps suis-je ici, monsieur?
Silas s'est arrêté dans le couloir avec son frère dans les bras. Mademoiselle Daisy. Monsieur, vous êtes ici jusqu'à ce que vous soyez grande. Et quand vous serez grande, vous serez ici aussi longtemps que vous le voudrez. Et quand vous partirez, vous serez la bienvenue le même jour, le jour suivant et tous les jours après. Pour toujours. C'est la réponse à cette question et c'est la seule réponse que je lui donnerai jamais. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré à ce moment-là, ni cette nuit-là, ni pendant 3 jours. Le 4e jour, elle a pleuré pendant 2 heures d'affilée. Et Silas Boone s'est assis sur la rampe du porche devant sa fenêtre orientée à l'est et n'est pas entré, n'a pas frappé et n'a pas parlé, car il avait enterré une femme et il connaissait la forme d'un corps qui apprend qu'il est en sécurité. Quand elle est sortie, il était toujours sur la rampe. Silas, mademoiselle, j'ai peine. Je suppose que oui. Est-ce que Vern peut venir à table? Vern est à table depuis un moment. Il est à table avec Henry depuis 2 heures à vous attendre. Henry Pritchard avait emménagé à ce moment-là. C'est arrivé sans conversation. Le Marshal d'Austin était venu et reparti avec Ennis Menotté. William Ames était venu et reparti avec une sacoche pleine de papiers, promettant de revenir dans 10 jours avec une ordonnance du tribunal, faisant de Silas Boone le tuteur légal de Daisy et Vernon Rowan, conjointement avec Henry Pritchard comme fiduciaire. La ferme des Pritchard était vide à 5 kilomètres de là, et Henry Pritchard, 68 ans et 5 kilos sous son poids normal, était venu souper chez Silas un soir et n'était tout simplement jamais rentré chez lui. Je ne quitte pas ses enfants, Silas. Je ne te le demande pas, Henry. Je paierai ma part. Tu ne feras rien de tel. Silas Boone, je paierai ma part ou je... Henry Pritchard, mange tes haricots. Henry a mangé ses haricots. Le docteur Hester est venu 2 fois par semaine au début. Il a apporté de la pommade, de l'huile de foie de morue et une paire de bottes en toile qu'il avait fait venir d'Austin, fabriquées sur une forme de cordonnier pour un enfant aux pieds faibles. Jeune homme, monsieur, je veux que vous vous leviez. Je ne peux pas, monsieur. Pas aujourd'hui, le mois prochain. Je veux que vous essayiez le mois prochain. Oui, monsieur. Chaque jour d'ici là, je veux que vous remuiez vos orteils dans ces bottes, matin et soir. Votre sœur vous aidera. Oui, monsieur. Et mangez votre souper. Oui, monsieur. Il a fallu 6 semaines avant que Vernon ne se lève. Il l'a fait seul un mardi après-midi, sans personne dans la pièce sauf Daisy, qui s'était figée comme une pierre dans l'embrasure de la porte quand elle a vu ce qu'il faisait. Il tenait l'accoudoir du grand fauteuil de Silas à 2 petites mains, et il a poussé, et ses jambes ont tremblé, et ses jambes ont tenu, et il est resté debout pendant 4 secondes, et s'est rassis brusquement, et l'a regardé. Daisy, Vern, je me suis levé. Je sais, mon petit. Je me suis levé. J'ai vu. Va chercher Silas. Elle est sortie de la maison en courant et en hurlant le nom de Silas, comme si la grange était en feu. Silas est sorti de la grange avec une clé à molette à la main et le visage blanc, pensant que quelqu'un était mort, et elle l'a attrapé par la manche et l'a traîné à l'intérieur. Et Vernon était assis dans le fauteuil avec ce demi-sourire solennel sur son petit visage, et Silas Boone est tombé à genoux devant lui comme un homme tombe à genoux dans une église. Jeune homme, je me suis levé, Silas. C'est ce que j'ai entendu. Tout seul, toute seule. Juste un peu. Un peu, c'est assez. Silas a pressé son front contre celui de Vernon, comme Daisy l'avait fait sur un plancher en bois devant un restaurant 6 semaines plus tôt, et Henry Pritchard, à la porte de la cuisine avec un torchon sur l'épaule, a tourné son visage vers le mur et a fait un son qui n'était pas tout à fait un rire et pas tout à fait autre chose. Le procès fédéral a eu lieu en septembre. William Ames a fait comparaître Jared Holloway et le juge Hollis Ames devant un tribunal à Austin pendant 7 jours. Daisy Rowan, 4 ans, s'est tenue sur une boîte en bois à la barre des témoins et a raconté au tribunal, d'une voix claire et stable, l'histoire de Vincent, d'une lanière et d'un Porsche sous la pluie. Le papier du docteur Hester a été lu à haute voix. Bellamy Cross est venue de Bastrop en train, à ses propres frais, pour témoigner d'une gifle qu'elle avait donnée et dont elle avait honte. Harley Doyle est venu en uniforme et a déclaré sous serment qu'il avait bu le whisky d'un homme et avait fermé les yeux pendant 7 mois et qu'il démissionnait de son insigne à la fin de la semaine, que le tribunal le trouve coupable ou non.
10 autres enfants ont été retrouvés. 2 d'entre eux étaient morts. 8 d'entre eux étaient en vie, dispersés dans 3 comtés, placés chez des tuteurs qui avaient saigné les successions de leurs parents décédés pendant 2 et 3 ans. William Ames a fait comparaître chacun des tuteurs devant le tribunal. Chacun d'eux est allé à la prison territoriale de Huntsville. Jared Holloway a écopé de 22 ans. Le juge Hollis Ames a eu 30 ans. Ennis Pritchard, Pritchard, qui avait avoué librement et par écrit, en a eu 18. Henry Pritchard était assis au fond de la salle d'audience le jour où son petit-fils a été condamné et n'a pas détourné le regard. Et quand Ennis s'est retourné à la porte menotté et a dit « Grand-père, je suis désolé », Henry Pritchard a dit assez fort pour la salle « Je te pardonne, mon garçon. Je t'aimerai jusqu'à ma mort, mais je ne te reverrai plus dans cette vie. » Et il ne l'a pas fait. Les 8 enfants survivants sont venus un par un au ranch de Silas Boone avec le portail rouge. Pas pour rester, juste pour être vus, nourris, tenus dans les bras et placés chez des gens que le tribunal avait vérifiés 3 fois. Un couple méthodiste de Lockhart a pris 2 frères. Une veuve de San Marcos a pris une petite fille qui n'a pas parlé pendant 2 mois. Henry Pritchard lui-même a pris le garçon le plus âgé de 11 ans, nommé Thaddeus Fine, qui avait été obligé de dormir dans une grange pendant 2 ans, et Thaddeus a emménagé dans la chambre d'amis de Silas et est devenu, à Noël, quelque chose comme un grand frère pour Daisy et Vernon. À Noël 1884, la maison de Silas Boone abritait 4 enfants, là où un veuf avait vécu seul. À Noël 1885, il y en avait 6. 2 filles orphelines étaient passées par le bureau de William Ames sans nulle part où aller, et Silas avait regardé Henry par-dessus la table de la cuisine et avait dit « Henry ». Et Henry avait dit « J'ai déjà fait les lits, Silas. Tais-toi ». Et ce fut toute la conversation. Le ranch ne s'est pas enrichi, le ranch s'est rempli. Daisy Rowan a commencé ses lettres à 5 ans, a appris à lire à 6 ans et à écrire proprement à 7 ans. Silas la conduisait à l'école de Bastrop tous les lundis matins et la récupérait tous les vendredis après-midi. Et quand elle a eu 10 ans, il lui a acheté son propre cheval, une jument pie-marron et blanche nommée Biscuit, parce que le nom avait fait rire Vernon, et le rire de Vernon était à cette époque la chose autour de laquelle toute la maisonnée s'organisait. Vernon a marché à 5 ans, lentement au début. Des attelles pendant 1 an, puis une canne, puis rien. À 7 ans, il pouvait courir. Pas vite, mais courir. La première fois qu'il a traversé la cour en courant après un coq, Silas Boone s'est assis sur la marche du porche et a mis ses 2 mains sur son visage, et Henry Pritchard lui a tendu un mouchoir sans un mot. Il court, Henry. Je le vois, Silas. Martha a dit, je sais ce qu'elle a dit. Elle a dit, garde les yeux ouverts. Je sais. Ils sont ouverts, Henry. Je vois qu'ils le sont. L'argent de la fiducie, les 340 acres de la terre de Caleb Rowan que Jared Holloway avait tenté de voler, est resté dans le bureau de William Ames à Austin, accumulant des intérêts pendant que Daisy grandissait. Silas n'y a pas touché 1 centime. Henry n'y a pas touché 1 centime. 1 centime. Quand Daisy a eu 12 ans et a posé la question au souper, Silas a posé sa fourchette et a dit « Mademoiselle Rowan, cet argent est à vous et à votre frère. C'était le cadeau de votre père pour vous. Quand vous aurez 18 ans, vous vous assiérez avec M. Ames et vous déciderez à quoi il servira. Pas avant. Et si je veux le donner, alors vous le donnerez. Et si je veux acheter un bateau à vapeur, alors vous achèterez un bateau à vapeur et je serai le premier homme que vous emmènerez dessus. Et si je veux payer les études de Verne, les yeux de Silas sont devenus un peu brillants. Alors c'est ce que vous ferez, mademoiselle, et ce sera la meilleure chose que cet argent ait jamais faite de sa vie. Vernon est allé à l'école à Austin à 14 ans. Il prenait le train. Il rentrait à la maison tous les mois. À 18 ans, il étudiait le droit sous la direction de William Ames lui-même, qui avait dit la première fois que Vernon était entré dans son bureau sur ses 2 pieds à l'âge de 9 ans, « Ce garçon se tiendra un jour dans une salle d'audience et mettra les méchants en prison. Silas et moi aimerions être en vie pour le voir. » William Ames a vécu pour le voir. Vernon Rowan a été admis au barreau du Texas à 22 ans. Sa première affaire, pro bono, fut l'audience de tutelle d'une fille orpheline du comté de Caldwell dont l'oncle essayait de prendre sa terre. Il a gagné,
Daisy a eu 18 ans à l'été de 1898. Elle s'est assise avec William Ames à Austin et elle a signé des papiers pendant 4 heures. Et quand elle l'a eu fini, les 340 acres de son père avaient été divisés en 3 parties. Une partie a doté une petite école pour enfants infirmes dans le comté de Bastrop, qui serait dirigée par une veuve que le docteur Hester avait recommandée. Une partie a payé les 2 dernières années d'études de droit de Vernon et une petite maison à Austin pour qu'il puisse commencer sa pratique. Une partie est restée en fiducie pour le ranch au portail rouge, pour le maintenir debout et garder ses portes ouvertes à tout enfant qui arriverait affamé par cette route. Silas Boone avait 75 ans cet été-là. Il avait commencé à ralentir un peu. Il pouvait encore monter à cheval. Il vérifiait toujours la clôture et chaque matin, un café dans une main, comptant son bétail comme son grand-père l'avait compté. Mais il s'asseyait plus longtemps sur le porcher le soir, et ses mains tremblaient un peu quand il se rasait. Et Henry Pritchard, 82 ans, le suivait dans la cour la plupart des jours et faisait semblant de ne pas regarder. Daisy est rentrée d'Austin la semaine après son 18e anniversaire. Elle a monté les marches du Porsche avec une sacoche dans une main et un papier plié dans l'autre. Silas était dans son fauteuil à bascule. Henry était dans l'autre fauteuil à bascule. Vernon, rentré pour le mois, était assis sur la marche supérieure avec un livre. Silas. Mademoiselle Rowan. J'ai quelque chose pour vous. Mademoiselle. Vous allez discuter. Ne discutez pas. Je ne discute pas encore, mademoiselle. Elle lui a tendu le papier. Il a sorti ses lunettes de la poche de sa chemise. Il les a mises. Il a lu. Son visage n'a pas changé pendant environ 10 secondes, puis il a changé d'un coup. Mademoiselle Rowan. Oui, monsieur. C'est l'acte de propriété de ce ranch. Oui, monsieur. Ce ranch est à mon nom. Était à votre nom, monsieur, plus maintenant. Daisy. Silas. Ce n'est pas... Sire, je vous l'ai acheté la semaine dernière. Monsieur Ames et moi avons rédigé les papiers. Je vous ai payé $1. $1? C'est le prix du marché, monsieur, pour un ranch appartenant à un homme qui m'a élevé. Mademoiselle Rowan, taisez-vous, écoutez. Ce ranch est à moi maintenant, ce qui signifie que c'est moi qui décide qui y vit. Et je dis que Silas Boone y vit, et que Henry Pritchard y vit, et que tout enfant qui arrive affamé par cette route y vit aussi longtemps que l'un de nous respire et plus longtemps encore. J'ai engagé un contremaître, j'ai engagé un cuisinier, j'ai engagé une institutrice qui viendra 3 jours par semaine pour enseigner aux enfants que nous n'avons pas encore. Vous êtes à la retraite, monsieur. Vous vous assiérez sur ce porche, vous boirez du café. Vous apprendrez vos futurs enfants de Vernon à compter le bétail. Et vous ne, Silas Boone, vous ne soulèverez plus un seul poteau de clôture de votre vie parce que je suis la propriétaire de ce ranch et que je le dis. Silas Boone tenait l'acte dans ses 2 mains, le regardait, la regardait et le regardait à nouveau. Mademoiselle Rowan. Monsieur, vous venez de me virer de mon propre ranch. Oui, monsieur. Avec $1. Oui, monsieur. Henry. Silas. Tu savais ça? Je l'ai aidé à faire la liste des employés, Silas. Traître. J'ai 82 ans, Silas. Je ne vais pas non plus pousser des poteaux de clôture. Toi et moi sommes à la retraite. Silas Boone a commencé à rire. Il a ri comme un homme qui n'a pas ri correctement depuis 40 ans et qui vient de se souvenir comment faire. Il a ri jusqu'à ce que Henry Pritchard rit. Il a ri jusqu'à ce que Vernon sur la marche se mette à rire. Il a ri jusqu'à ce que Daisy, 18 ans dans une robe de voyage grise avec sa sacoche toujours à la main, s'assoit sur les planches du porche devant son fauteuil à bascule, pose sa tête contre son genou et rit avec lui jusqu'à ce qu'ils pleurent tous les deux à la place, et qu'aucun d'eux ne s'en soucie et qu'aucun d'eux ne s'arrête. Mademoiselle Rowan, monsieur, vous êtes la fille la plus merveilleuse que Dieu ait jamais mise sur cette terre. Non, monsieur, je suis juste celle que vous avez nourrie. C'est la même chose, mademoiselle Rowan. Non, monsieur, ce n'est pas le cas, mais je vous laisserai le dire. Il a posé sa vieille main sur ses cheveux. Sa main a tremblé alors. Ce n'était pas grave. Ses cheveux ne s'en souciaient pas. Daisy. Oui, monsieur. Votre père serait fier de vous. Je l'espère, monsieur. Je le sais. Caleb Rowan a été mon ami pendant un été en 1879 et sa fille a été ma fille pendant 14 ans, et je vous dis ce qui est. Il serait fier.
il est fier. Quelque part, il est fier. Oui, monsieur. Et mademoiselle Rowan? Monsieur. Moi aussi. Silas Boone a vécu 9 ans de plus. Il est mort dans son lit un dimanche matin, au printemps de 1907, à 73 ans, avec Henry Pritchard dans le fauteuil à côté de lui, Daisy tenant une main et Vernon tenant l'autre. Ses derniers mots furent une question. Il a demandé à Vernon, « Jeune homme, tu es debout? » Et Vernon a dit, « Je suis debout, Silas. » Et Silas a souri, a fermé les yeux et ne les a plus jamais ouverts. Henry Pritchard a vécu 14 mois de plus et l'a suivi. Ils ont été enterrés côte à côte derrière le portail rouge sur une petite colline où Martha Boone reposait depuis 1880, et une pierre a été placée au-dessus des trois sur laquelle on pouvait lire, dans les lettres simples que Silas lui-même aurait choisies. Ils ont gardé les yeux ouverts. Daisy Rowan a épousé un pasteur méthodiste de San Marcos à l'automne de 1901 et a eu 4 enfants. Elle a nommé le premier Silas, le deuxième Caleb, le troisième Martha et le quatrième Vernon. Et elle a dirigé le ranch au Portail Rouge pendant 46 ans. Et pendant ces 46 ans, 317 enfants qui n'avaient nulle part où aller ont dormi sous son toit au moins une nuit, et aucun d'eux ne l'a quitté affamé. Vernon Rowan a pratiqué le droit à Austin, puis à Washington, et il s'est tenu dans une salle d'audience après l'autre pendant 51 ans, et il n'a jamais perdu une affaire de tutelle, pas une seule, et parce qu'il était le garçon qui n'avait pas eu de tuteur, et chaque juge devant lequel il s'est tenu le savait. Le petit pain sur le comptoir de Bellamy Cross le matin du 3 juillet 1884 coûtait 200. Silas Boone a payé 25 cents pour l'avoir. Ce fut le meilleur argent qu'un homme du comté de Bastrop ait jamais dépensé, et ça a tout changé, et ça l'a changé pour toujours, et c'était assez.